Hey, baby! I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news. I'm gonna be coming home soon. Yay! I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Hello? Hey, it's Ethan. Oh, hey. You alright? You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead, she's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank, but she wants me to come and get her. Where is she? Dulvey, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Après les événements catastrophiques de Resident Evil 6, la saga Resident Evil semble avoir complètement changé. Les zombies ont laissé place à des guerres militaires, les explosions ont remplacé l'horreur. Et pour beaucoup de joueurs, Resident Evil avait perdu son identité, mais en 2017, Capcom décide de repartir presque à zéro. De nouvelles caméras, nouveaux personnages principaux, nouvelles menaces biologiques et surtout, un retour à une horreur beaucoup plus oppressante. Cette fois, il n'est plus question de sauver le monde avec une armée entière derrière soi. Non. Dans Resident Evil 7 Biohazard, tout commence avec un homme totalement ordinaire, Ethan Winters. Comparé aux autres héros de la saga, Ethan n'est pas un soldat, ni un agent secret, juste un homme qui cherche sa femme disparue depuis 3 ans. Mais ce qui devait être un simple voyage en Louisiane va rapidement devenir l'un des pires cauchemars de toute la saga. Une famille complètement folle, une maison infestée par une étrange moisissure vivante, des expériences biologiques interdites et une petite fille capable de contrôler les esprits. Puis quelques années plus tard, dans Resident Evil Village, l'horreur prend encore une autre dimension. Loup-garou, château gothique, expériences monstrueuses. Et surtout, une vérité choquante sur Ethan lui-même. Car derrière toute cette histoire se cache en réalité quelque chose de beaucoup plus ancien, quelque chose directement lié aux origines mêmes d'Umbrella. Dans cette vidéo, on va donc revenir sur toute l'histoire de Resident Evil 7 et Resident Evil Village, l'histoire complète d'Ethan Winters, du manoir des Baker jusqu'au village de Mother Miranda. Et vous allez voir que derrière ces deux jeux se cache probablement l'un des lores les plus importants de toute la licence de Resident Evil. Pour commencer, parlons de Ethan Winters. Ethan Winters, c'est totalement différent des anciens héros de Resident Evil. C'est pas Leon Kennedy, c'est pas Chris Redfield. Ethan n'a aucune expérience du combat. C'est simplement un homme normal, qui vit une vie tranquille avec sa femme, Mia Winters. Mais tout bascule lorsque Mia disparaît mystérieusement, du jour au lendemain. Plus aucun signe de vie. Aucun corps retrouvé, aucune explication. Pendant 3 ans, Ethan vit avec cette disparition inexpliquée. Et malgré le temps qui passe, il refuse totalement d'abandonner l'idée qu'elle soit encore en vie. Puis un jour, il reçoit soudainement un message vidéo. Et ce message change absolument tout. Dans la vidéo, Mia apparaît vivante, mais son comportement est extrêmement étrange. Elle semble paniquée, terrifiée. Elle répète plusieurs fois à Ethan qu'il ne doit surtout pas venir la chercher, mais en même temps, elle lui envoie sa position, comme si une partie d'elle voulait être sauvée, pendant qu'une autre essayait de le protéger. La vidéo vient d'un endroit isolé, Dulvey, en Louisiane. À ce moment-là, Ethan n'hésite même pas. Après 3 années sans réponse, c'est probablement sa seule chance de retrouver Mia.
Il prend donc sa voiture et part immédiatement en Louisiane. Le trajet vers Dulvey est déjà extrêmement oppressant. Plus Ethan avance, plus la civilisation disparaît. Les routes deviennent désertes, le marécage entoure tout, la météo est sombre et humide. Capcom voulait clairement donner l'impression que le joueur entre dans un endroit complètement oublié du monde. Et dès l'arrivée, le jeu installe une sensation très différente des anciens Resident Evil. Ici, il n'y a pas de musique héroïque, seulement le bruit du vent, les insectes, les craquements du bois et un silence extrêmement pesant. Ethan découvre alors une vieille propriété abandonnée au milieu des marais, la maison des Baker. Et honnêtement, dès le premier regard, l'endroit paraît maudit. La maison des Baker devient immédiatement un personnage à part entière. Tout paraît vivant, les murs sont sales, la nourriture pourrie sur la table, les insectes envahissent certaines pièces, et surtout, il y a cette étrange moisissure noire qui commence déjà à apparaître un peu partout. Le joueur avance lentement dans des couloirs très étroits. Chaque porte peut cacher quelque chose. Et comme le jeu est entièrement en vue FPS, l'immersion devient beaucoup plus intense. On ne voit jamais vraiment ce qui se trouve autour d'Ethan. Le danger peut surgir à n'importe quel moment. En explorant le sous-sol de la propriété, Ethan finit par retrouver Mia, enfermée dans une cellule. Et pendant quelques secondes, on ressent presque un soulagement. Mais très rapidement, quelque chose paraît anormal. Mia semble complètement traumatisée. Elle parle d'une certaine mystérieuse famille. Elle dit qu'il arrive. Elle agit parfois comme si elle avait peur d'elle-même. Ethan tente alors de fuir avec elle, mais soudainement Mia change complètement de comportement. Son visage devient agressif, sa voix change, elle attaque Ethan avec une violence totalement inhumaine. Cette scène marque énormément les joueurs parce que Mia paraît possédée. Et surtout, même après avoir reçu des blessures extrêmement graves, elle continue de se relever, comme si son corps refusait de mourir. L'un des moments les plus cultes du jeu arrive lorsque Mia attaque Ethan avec une tronçonneuse. La scène est volontairement brutale. Capcom voulait choquer les joueurs dès le début pour montrer que Resident Evil redevenait un véritable jeu d'horreur. Ethan perd même une partie de sa main pendant le combat. Et pourtant, le jeu continue presque normalement après ça. Et ce détail paraît étrange au regard de tous les joueurs. Mais plus tard, on comprendra que cette scène cachait déjà énormément d'indices sur l'état réel du corps d'Ethan. Après avoir réussi à neutraliser Mia, Ethan perd connaissance. Quand il se réveille, il est assis à une table avec toute la famille Baker. Et cette scène devient immédiatement l'une des plus iconiques de toute la licence. Autour de lui se trouvent Jack Baker, Marguerite Baker, Lucas Baker et une vieille femme silencieuse en fauteuil roulant. La famille agit comme si Ethan était désormais leur invité. Mais tout est profondément dérangeant. La nourriture est composée de restes humains, les Baker crient dans tous les sens, le comportement de chacun est totalement instable. Et surtout, ils semblent incapables de mourir. Jack Baker devient rapidement le principal antagoniste du début de jeu. C'est une immense figure paternelle complètement déformée par le mold. Et ce qui rend Jack terrifiant, c'est son comportement. Il agit parfois presque normalement. Il plaisante, il parle calmement. Puis, quelques secondes plus tard, il devient ultra violent. Et surtout, Jack semble immortel. Même après des tirs dans la tête, des explosions ou des accidents extrêmement violents, il revient toujours. La sensation d'être constamment poursuivi transforme complètement l'ambiance du jeu. Le joueur ne se sent jamais en sécurité, comme avec Monsieur X dans Resident Evil 2. Ensuite, Marguerite Baker représente une autre forme d'horreur. Elle est complètement liée aux insectes et à la pourriture. Sa zone dans la maison est probablement l'une des plus malsaines du jeu. Partout, des nids, des insectes géants, des cadavres et une humidité étouffante. Mais derrière cette monstruosité, on découvre progressivement une vérité tragique. Les Baker étaient autrefois une famille normale. Ils ont été détruits mentalement par Evelyn. Lucas Baker, lui, est probablement le membre le plus dangereux psychologiquement. Contrairement aux autres, il garde une petite partie de sa conscience, mais il adore jouer avec ses victimes. Il crée des pièges extrêmement cruels. Il filme certains morts. Il traite toutes les situations comme un jeu. Lucas représente la folie pure et c'est aussi l'un des personnages qui a réellement profité de la situation. Tout à l'heure, je vous avais parlé du mold. En vérité, petit à petit, Ethan découvre enfin l'origine de l'infection. Cette fois, il ne s'agit pas du virus T, la menace principale est une arme biologique appelée le mold. Le mold est une sorte de moisissure vivante capable d'infecter les humains, reconstruire les tissus, contrôler les esprits et créer des créatures monstrueuses. Les molded
que rencontre Ethan sont littéralement fabriqués à partir de cette matière noire organique, mais surtout le mold agit comme une conscience collective. Toutes les victimes restent liées entre elles, et cette connexion mentale vient directement d'Evelyn. D'ailleurs, en parlant d'Evelyn, la révélation autour d'elle change totalement la perception du jeu. Evelyn n'est pas juste une petite fille normale, c'est une arme biologique créée artificiellement par une organisation appelée The Connection. Son objectif était simple, créer une arme capable d'infiltrer des familles, de contrôler des populations discrètement. Mais les scientifiques ont fait une énorme erreur. Ils ont donné à Evelyn une conscience humaine. Et Evelyn développe alors un besoin obsessionnel, avoir une famille. Lorsqu'elle rencontre les Baker après l'accident du bateau, elle commence lentement à manipuler leur esprit pour transformer cette famille normale en esclave. C'est ce qui rend l'histoire aussi triste. Les Baker sont monstrueux, mais ils sont aussi des victimes. Après avoir affronté tous les Baker, Ethan finit par découvrir un vieux tanker échoué dans les marécages. Et c'est à ce moment-là que toute l'histoire commence enfin à s'éclaircir. Le jeu change alors complètement de perspective. On découvre les événements du point de vue de Mia, et surtout la vérité sur Evelyn. Avant sa disparition, Mia travaillait secrètement pour une organisation criminelle appelée The Connection. Sa mission consistait à transporter Evelyn, qui était en réalité une arme biologique expérimentale. Mais pendant le trajet en bateau, Evelyn perd le contrôle de ses pouvoirs. Le tanker est complètement ravagé, l'équipage se fait massacrer, les passagers deviennent fous et Evelyn commence à infecter tout le monde avec le mold. Et c'est à ce moment-là que Mia est désespérément, du moins à l'essai, d'arrêter Evelyn. Mais il est déjà beaucoup trop tard. Le bateau finit par s'échouer en Louisiane, directement près de la propriété des Baker. Et c'est ainsi que toute l'infection commence. Les Baker étaient en vérité innocents. L'un des éléments les plus importants du jeu, c'est qu'on comprend finalement que les Baker n'étaient pas des monstres à l'origine. Jack et Marguerite Baker étaient simplement une famille normale, vivant dans les marécages. Quand ils ont découvert Evelyn, après l'accident du bateau, ils décidèrent de l'aider. Ils la recueillent, c'est une petite fille abandonnée, mais progressivement, Evelyn commence à infecter leur esprit. Le mold détruit lentement leur personnalité, leur cerveau devient dépendant d'elle. Et au fil du temps, ils deviennent complètement fous. C'est ce qui rend certains moments du jeu presque tragiques, parce qu'au fond, les Baker sont aussi des victimes. Vers la fin du jeu, Ethan affronte une dernière fois Jack Baker, dans une forme totalement monstrueuse, mais après le combat, Ethan vit une étrange hallucination. Pendant quelques secondes, Jack redevient humain, calme, lucide. Il remercie Ethan. Jack explique alors qu'Evelyn a détruit leur famille de l'intérieur, et il dit qu'ils étaient emprisonnés. Cette scène est extrêmement importante parce qu'elle montre, malgré toute l'horreur, une partie des Baker existait encore au fond d'eux. Et honnêtement, c'est probablement l'un des moments les plus tristes du jeu. Ethan finit ensuite par retourner dans la maison principale, mais l'endroit est désormais complètement envahi par le mold. Les murs deviennent noirs, la maison semble littéralement vivante, et finalement Ethan découvre la vérité. La vieille grand-mère silencieuse présente pendant tout le début du jeu était en réalité Evelyn. À cause de ses pouvoirs et de son vieillissement accéléré, Evelyn avait pris cette apparence monstrueuse. Et surtout, elle considère désormais Ethan comme un membre de sa famille. Quand Ethan refuse, Evelyn perd totalement le contrôle. Elle se transforme alors en une créature gigantesque faite de mold. Le combat final commence, et même si Ethan tente de résister, il est presque dépassé par la puissance d'Evelyn. Au moment où Ethan semble perdu, un hélicoptère militaire apparaît soudainement au-dessus de la maison. Des soldats interviennent et un homme lance une arme spéciale à Ethan. Cet homme, c'est Chris Redfield. Le retour de Chris choque énormément les joueurs à l'époque, parce qu'après plusieurs jeux centrés sur Léon et d'autres personnages, Chris revient enfin dans l'histoire principale. Mais surtout, quelque chose paraît extrêmement étrange. Chris travaille désormais pour Umbrella. Enfin, une nouvelle version d'Umbrella. Le logo est bleu cette fois-ci. L'organisation prétend avoir changé et combattre désormais les armes biologiques. Mais évidemment, difficile de faire confiance à un nom comme Umbrella. Après tout ce qui s'est passé dans la saga, c'est à cause d'eux. Mais le plus gros twist de Resident Evil 7 ne serait réellement compris que dans Resident Evil Village. Pendant toute son aventure, Ethan subit des blessures totalement impossibles à survivre finalement. Il perd sa main, il se fait transpercer, il survit à des attaques monstrueuses et pourtant son corps continue de fonctionner. La vérité, c'est qu'Ethan est en réalité infecté par le mold. Et très tôt dans le jeu, son corps est progressivement devenu différent. Sans qu'il le sache, Ethan n'est déjà plus totalement humain. Et cette révélation va devenir essentielle pour la suite de l'histoire.
À la toute fin du jeu, Ethan et Mia quittent finalement la Louisiane en hélicoptère avec Chris Redfield. Le cauchemar des Baker semble terminé, Evelyn est morte, la maison est détruite. Le mold paraît sous contrôle, mais en réalité, ce n'était que le début. Mais avant de continuer cette partie-là, avec Resident Evil Village, je vous propose de faire quelque chose avec moi. D'aller s'abonner à ma chaîne Twitch, et bien sûr de vous abonner à cette chaîne YouTube, ainsi que liker les vidéos et les partager. Ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide beaucoup. J'espère vous voir sur Twitch, on fait souvent des Resident Evil, on en a déjà terminé une grosse partie déjà sur Twitch. Et bien sûr, la partie sur Resident Evil 9 arrive la semaine prochaine, donc j'espère que cela vous plaira. C'était NLM, on continue. Après l'enfer vécu dans Resident Evil 7 Biohazard, Ethan Winters et Mia ne sont plus les mêmes. Ils ne sont pas vraiment guéris, ils sont juste éloignés du chaos. Sous la protection discrète de Chris Redfield et d'une organisation militaire liée aux événements précédents de la saga, ils vivent dans un endroit isolé, une vie simple presque artificielle comme si le monde essayait de leur donner une seconde chance. Mais cette tranquillité est fragile. On sent déjà que quelque chose cloche. Chris Redfield, censé être leur protecteur, agit dans l'ombre. Il surveille, il prépare quelque chose, mais rien n'est expliqué. C'est là que tout bascule. Une nuit, sans avertissement, Chris et son équipe arrivent. Aucune négociation, aucune explication. Ils entrent dans la maison et en quelques minutes, tout s'écroule. Mia est exécutée sous les yeux d'Ethan, sans émotion apparente, sans hésitation. Et dans le chaos total, leur fille est kidnappée. Rosemary Winters. Ethan n'a même pas le temps de comprendre ce qui se passe, il est neutralisé, embarqué, traité comme un simple élément d'une opération militaire. Et c'est à ce moment-là précis que le joueur comprend une chose essentielle. Cette histoire ne va pas être simple. Ça va pas être une simple mission de sauvetage finalement. Après l'attaque, Ethan se réveille dans un environnement totalement inconnu. Pas de laboratoire, pas de ville, pas d'explication claire, juste un village. Un village perdu, isolé, coupé du monde, figé dans une Europe de l'Est glaciale et hostile. C'est ici que commence Resident Evil Village. Mais très vite, le joueur comprend que ce village n'est pas normal. Tout est silencieux, trop silencieux. Puis viennent les premiers cris, les premières attaques, les premières créatures, les lycans. Des humains transformés devenus des prédateurs sauvages, rapides, agressifs, presque intelligents. Ils ne chassent pas au hasard, ils encerclent, ils se coordonnent, ils traquent et surtout, ils semblent servir quelque chose, quelqu'un. Le village devient alors un labyrinthe de survie. Et chaque maison peut être un piège, et chaque forêt peut être une embuscade. Et Ethan comprend très vite que Rose n'est qu'au sommet d'un système beaucoup plus vaste. Alors là par contre, dans ce chaos, à un moment donné finalement, un nom commence à circuler, une rumeur, une présence, un château et une femme. La plus grande momie de l'histoire de Resident Evil, Lady Alcina Dimitrescu. Elle apparaît d'abord comme une légende locale, une aristocrate ancienne, vivant, dans un immense château gothique. Mais dès qu'Ethan entre dans son domaine, le ton change complètement. Le château n'est pas juste un décor, c'est un piège vivant. Les couloirs sont vivants de tension. Les portes se ferment derrière lui, les sons résonnent comme dans une cathédrale morte. Et puis elle apparaît. Grande, imposante, inhumaine dans sa présence. Lady Dimitrescu n'est pas juste un personnage, c'est une force. Elle incarne une peur très simple, être traqué dans un espace fermé sans échappatoire. Mais derrière le personnage viral et iconique, il y a quelque chose de bien plus sombre. Ses filles, Bella, Cassandra et Daniela, ce ne sont pas des humaines en fait. Ce sont des expériences biologiques maintenant, ou du moins elles sont maintenues en vie, grâce au mold. Et elles se dissolvent, se recomposent, attaquent comme des essaims. Ethan doit les éliminer une par une, avant de pouvoir affronter leur mère. Et quand il l'affronte, Dimitrescu révèle sa vraie force, une mutation monstrueuse, une fusion claire entre de la chair et un dragon organique. Le château devient alors le théâtre d'un combat brutal presque irréel. Après le château, le ton change complètement. On quitte le gothique pour entrer dans l'industriel, un monde de métal, de fumée, de machines. C'est ici que se trouve le domaine de Karl Heisenberg. Heisenberg est différent des autres seigneurs. Il n'est pas seulement une créature contrôlée, il est conscient, lucide, révolté, son pouvoir est unique, le magnétisme. Mais ce pouvoir, ce n'est pas juste une capacité de combat, c'est une vision du monde. Il utilise la ferraille, les cadavres, les machines pour construire une armée. Une armée métallique, des soldats qui ne ressentent rien, ne meurent pas vraiment et qui obéissent sans question. Dans son usine, tout est bruit, chaos, oppression.
mais aussi stratégie. Heisenberg comprend quelque chose que les autres ignorent. Mother Miranda les manipule tous. Il propose à Ethan une alliance. Un plan simple, détruire Miranda ensemble. Mais Ethan refuse et ce refus scelle alors leur enfantement. Depuis tout à l'heure, on en parle quand même assez souvent, mais au centre de tout, il y a elle, Mother Miranda. Elle n'est pas juste la chef, elle est la source. Tout ce qui existe dans le village découle de ses expériences. Scientifique du début du XXe siècle, elle est obsédée par une seule idée, ramener sa fille morte à la vie. Pour ça, elle découvre une substance appelée le mold, du coup. Cette matière n'est pas simplement une infection, c'est une entité capable de copier la conscience humaine, remodeler la chair, créer des duplications vivantes, fusionner les organismes, et à partir de là, tout dérape. Les lycans, les seigneurs, le village entier. Tout est une expérience. Mais le point le plus important du lore arrive ici. Miranda est connectée indirectement à Oswell Spencer, le fondateur d'Umbrella. Cela relie directement à RE8. L'ensemble de la saga Resident Evil n'est plus juste une histoire isolée, c'est une pièce centrale du puzzle. À ce stade, le joueur pense encore contrôler un homme, un père, un survivant. Mais la vérité est beaucoup plus dérangeante. Ethan Winters est déjà mort. Depuis les événements de RE7, son corps n'est plus humain. Il est reconstruit par le mold, maintenu en vie par une construction et une structure biologique instable. Ce que le joueur contrôle, ce n'est pas un survivant classique, c'est une reconstruction. Un organisme qui imite un humain, c'est ce twist qui explique enfin sa résistance extrême, sa capacité à survivre à des blessures impossibles, son endurance surnaturelle et sa régénération incohérente. Mais surtout, ça donne une nouvelle dimension émotionnelle au personnage. Ethan n'est juste plus du tout en train de survivre, il est en train de se désintégrer, tout en continuant d'avancer. Quand Ethan atteint le dernier acte, tout s'accélère brutalement. Rose est utilisée comme réceptacle pour le rituel de Miranda, un rituel visant à transférer l'âme de sa fille morte dans le corps de l'enfant. Ethan refuse ce destin. Il traverse les ruines, affronte les dernières horreurs et atteint Miranda. Le combat final est chaotique, presque mythologique. Mais même après sa victoire, le vrai problème reste. Le village est instable, le mold est hors de contrôle. Le système entier est en train de s'effondrer. Ethan n'a pas le choix. Il comprend tout de suite qu'il n'avait déjà plus le choix. Ethan décide de rester seul. Il se sacrifie. Il reste dans la zone d'explosion. Il déclenche la destruction du cœur du système. Chris tente de le sauver, mais il est trop tard. Le corps d'Ethan se fissure, se dissout, retourne à l'état brut du mold. Mais il n'effuit pas. Il tient jusqu'au bout. Le village entier explose. Miranda est définitivement éliminée. Rose est sauvée et Ethan disparaît. Des années plus tard, Rose Winters apparaît, adolescente, puissante, contrôlée. On apprend tout de suite qu'elle est utilisée par une organisation gouvernementale. Elle est désormais la preuve vivante que le mold a changé le monde. Et surtout, que l'histoire d'Ethan n'étant pas une fin, mais un point de départ, celle de sa fille, Rose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura pris plus de 3 semaines à être faite. En vérité, c'est juste que j'avais beaucoup d'examens et de révisions, donc j'ai pas pu le faire tout de suite. Bien sûr, en milieu de semaine, on aura la vidéo sur Resident Evil 9 qui arrivera. Alors non, pas celle que vous pensez. Ce sera la vidéo du coup sur pourquoi Resident Evil 9 peut être considéré comme étant le Resident Evil parfait. Et ensuite, on aura bien évidemment la suite de cet épisode, donc l'histoire de Resident Evil 9. Et cette vidéo pourrait bien durer plus de 30 minutes. En tout cas, c'était Nalem. J'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao, ciao.